Parfait, on est live. Donc, c'est avec grand plaisir que le Club d'investisseurs immobiliers poursuit sa série de live sur l'heure du midi sur l'état de la crise immobilière au Québec. Et c'est avec grand plaisir qu'on reçoit le directeur des affaires publiques de la Corpic, Hans Brouillette. Bonjour, Hans. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Et donc, Hans, probablement très, très occupé ces temps-ci. Ce qui me disait plus de 50 entrevues ou un petit peu plus que 50 entrevues dernièrement dans les différents médias concernant tout ce qui se passe là, avec les locataires, avec le 1er avril qui s'en vient, évidemment, avec les peurs de ne pas recevoir notre loyer à temps. Et donc, je commencerai tout de suite, en fait, Hans, pour un état de la situation générale là, avec les yeux de la Corpic. Évidemment, on a eu énormément d'appels parce que le loyer est un enjeu majeur dans toute cette crise. Donc, est-ce que les gens qui ont perdu leur emploi ou perdu une bonne partie de leurs revenus seront capables de payer le loyer, à tout le moins le loyer d'avril? C'est une préoccupation. L'autre préoccupation également, c'est la question des visites de logement et des déménagements, parce qu'on est évidemment dans la période, dans le pic présentement là, de la relocation, alors qu'on incite les gens au confinement à la maison. Alors, ça devient très complexe de faire visiter des logements et éventuellement de pouvoir exercer là, les déménagements. Mais je vous dirais que là, la grande préoccupation là, pour les prochains jours, qu'est-ce qui va se passer au mois d'avril pour le paiement du loyer? On comprend que des gens ont perdu leur emploi, des gens ont perdu une partie de leurs revenus. Ça ne devrait pas toucher tous les autres locataires qui sont des prestataires d'une chose ou d'une autre, que ce soit de l'aide sociale, de la CNESST, de l'assurance emploi ou même des rentes. On voit d'aucune façon comment ces gens-là seraient impactés et ne pourraient pas payer le loyer. Mais pour bien d'autres, oui, on s'attend quand même à une situation quand même complexe à gérer pour les propriétaires. La Corpic qui représente, Hans, 25 000 propriétaires, copropriétaires et gestionnaires pour un total de 500 000 logements, à presque le tiers du parc immobilier québécois privé. Assez impressionnant. Est-ce que vous avez... c'est sûr qu'on essaie d'avoir des chiffres, des estimés à propos du non-paiement prévu ou envisagé au 1er avril. Est-ce que vous avez un feedback là-dessus de vos propriétaires? Les loyers au Québec, c'est environ 800 millions de dollars par mois qui sont payés en loyer. On peut très bien imaginer qu'on approcherait les 100 millions. Il faudrait voir. On va obtenir des statistiques au cours des prochains jours. Mais écoutez, là, ce serait réaliste d'imaginer que peut-être un locataire sur 5 ou un sur 6 là, aura certainement une difficulté à payer le loyer d'avril. Par contre, il faut rappeler une chose importante ici. Le gouvernement fédéral a annoncé un programme, l'allocation canadienne d'urgence, donc un programme visant à verser 2 000 montant imposable, là, mais 2 000 par personne pour ceux qui ont perdu leur emploi. Et donc cet argent-là devrait servir en priorité à payer le loyer, l'épicerie, la pharmacie. Donc, oui, le problème du non-paiement de loyer pour avril est très préoccupant. Mais normalement, en théorie, il devrait s'agir plutôt d'un décalage du paiement d'avril plutôt que de ne tout simplement pas être capable de payer. Parce qu'on comprend très bien que le loyer de mars aurait déjà dû être payé dans la quasi-totalité des cas. Alors, c'est pour avril qui est l'enjeu. Et rappelons-le, le Québec est le seul endroit au monde où le locataire n'a aucun coussin. Aucun coussin. Donc, il n'y a aucun loyer conservé d'avance par le propriétaire. On le sait, c'est interdit, ce qui veut dire que le non-paiement de loyer va survenir dès les prochains jours. Alors, c'est sûr que c'est une très grande préoccupation pour les propriétaires qui ont des obligations financières. On parle bien sûr de l'hypothèque, qui est possible de reporter, on verra. On nous a dit qu'il y aurait des aménagements sans intérêt. Ça semble plus être au cas par cas. Il faut convaincre le prêteur hypothécaire qu'on va faire bel et bien ces paiements-là. On demande un report, mais les intérêts vont courir. Dans le cas des locataires, ce qu'il faut surtout éviter, c'est qu'une accumulation de loyers impayés rende finalement impossible pour le locataire de rembourser la dette. Effectivement, pour un non-paiement, si on saute tout de suite dans le sujet, en fait, petit bémol, en fait, pour les gens qui veulent se poser des questions sur les reports d'hypothèque, le club a fait une entrevue, en fait, avec Christian Pomerleau de PMML, donc elle est disponible sur la page Facebook du club.
Cette entrevue-là a eu lieu mercredi midi. Donc, on parle de ces assouplissements-là. Et pour revenir au loyer, Anne, qu'est-ce que vous recommandez là, comme type d'entente là, avec un locataire qui ne paye pas? On parlait de report de loyer. Est-ce que vous avez une procédure particulière que vous souhaitez utiliser ou souhaitez recommander aux propriétaires? Il ne peut pas y avoir qu'une seule stratégie parce qu'il y a différentes situations. Il y a des propriétaires qui eux-mêmes ont perdu leur emploi ou leur principal revenu. Donc, ils sont dans des situations financièrement périlleuses. Et nonobstant l'hypothèque, là, on a besoin aussi de ce revenu pour vivre. Moi, je vous dirais qu'il y a différentes stratégies. Et si vous avez des locataires qui, comme je l'expliquais, sont prestataires, reçoivent un chèque là, du gouvernement ou d'autres, ils ne sont pas impactés par la crise actuelle d'aucune façon. Donc, on devrait être très ferme et leur envoyer une lettre leur rappelant leurs obligations et qu'il y aura des conséquences. Ce n'est pas parce que la Régie du logement n'entend pas de cause présentement, il ne procède pas à des expulsions, n'émet pas d'ordonnance d'expulsion, que ça ne va pas arriver éventuellement. Et ça va avoir un impact. Donc, d'être très ferme avec les locataires qui invoquent faussement la crise pour ne pas payer le loyer. Dans le cas des autres locataires, on comprend que ce sont des gens qui, normalement, sont en emploi. Donc, ils ont un revenu. Ils sont capables de payer le loyer habituellement. C'est simplement que là, la situation pourrait les empêcher de le faire parce qu'il n'y a pas de coussin. Alors oui, on peut avoir à ce moment-là une approche d'entente, de demander au locataire d'abord, en fait, la démarche devrait être faite par le locataire au départ, de ne pas attendre le 10 du mois pour dire au propriétaire, ben voici ma situation, voici comment je suis impacté financièrement. Oui, je vous rassure, vous, propriétaire, que je vais m'inscrire sur le site fédéral dès qu'il sera disponible afin d'obtenir cette prestation canadienne d'urgence. Donc, ce n'est qu'un décalage, un report momentané du paiement du loyer. Donc, favorisons les ententes. Bien sûr, les propriétaires devront être compréhensifs et essayer là, de convaincre le locataire de payer à tout le moins une partie, quitte à ce que la balance soit payée ultérieurement. Et puis, effectivement, donc, même si on a un rapport d'intérêt de paiement sur l'hypothèque, juste rappeler qu'on va devoir les payer éventuellement, ces hypothèques-là. Donc, les loyers d'avril servent à payer vraiment le paiement d'avril. Et si je peux me permettre un petit truc aussi aux propriétaires d'immeubles, de peut-être pas mettre le paiement d'hypothécaire le premier, plutôt peut-être le 15 du mois ou le 20 du mois, ça va vous permettre justement d'assumer cette petite transition-là comme il pourrait arriver en ce moment. Je sais qu'on avait une discussion pré-entrevue, Hans, où on parlait de pourcentage de non-paiement dans lesquels les locataires nous ont contactés, mais on parlait d'un petit peu plus élevé que ça. J'aimerais t'entendre là-dessus. Là. Donc là, on a un écoute du marché, mais tu semblais dire que ça allait être un petit peu plus que ça au niveau du non-paiement. Bien, c'est sûr qu'il y a des locataires qui ont déjà prévenu le propriétaire qu'ils ne pourraient pas payer le loyer d'avril. C'est apprécié d'avoir ce dialogue-là le plus rapidement possible pour qu'on puisse convenir d'une entente et rassurer de part et d'autre que oui, je vais être un peu patient du côté du propriétaire. Et oui, propriétaire, je vais m'inscrire rapidement au programme offert par le gouvernement fédéral. Donc, ça permet aux deux d'être assurés. Oui, il y a des propriétaires qui se sont fait dire que le loyer d'avril ne pourrait pas être payé, mais on pense que ça va être beaucoup plus élevé lorsque le mois commencera, où là, vraiment, il y a des gens qui cherchent encore des solutions et n'en trouveront probablement pas nécessairement. Donc, ça devrait être plus élevé que ce qu'on pense en termes de non-paiement. Mais la situation varie aussi d'un propriétaire à l'autre. Si vous avez 100 logements et qu'il y en a 15 qui ne peuvent pas payer avril ou 20 qui ne peuvent pas payer avril, ben c'est une partie de vos revenus qui ne seront pas disponibles. Si vous avez un triplex, vous habitez le rez-de-chaussée et qu'il y a un locataire sur deux qui ne peut pas payer, ben là, ça monte à 50 de votre revenu d'immeuble, de votre revenu locatif qui ne sera pas versé. Donc, la situation est très variable. Alors, on peut bien dire, on peut faire des statistiques, mais vous savez, si je suis propriétaire d'un duplex et que le seul logement que j'ai en haut, le locataire ne paie pas le loyer, je ne veux pas savoir c'est quoi la statistique dans l'ensemble du Québec. Ce que je sais, moi, c'est que j'ai un problème de non-paiement et que je ne peux pas récupérer mon logement pour le louer à quelqu'un d'autre. Évidemment, dans la majorité des cas, les relations sont excellentes entre propriétaires et locataires et les propriétaires vont chercher à conserver cette relation-là contractuelle et cette relation aussi interpersonnelle. Je ne pense pas que la situation actuelle va affecter ces relations-là quand le locataire est de bonne foi. Mais financièrement,
Il faut absolument s'arranger avec le locataire et bien lui faire comprendre que la dette accumulée sera un jour payable. Et donc, quand on entend, par exemple, des groupes d'activistes réclamer que les loyers d'avril soient effacés sur ordre du gouvernement ou d'appeler à la grève des loyers, bien, écoutez, c'est facile de lancer ça sur Internet. Mais les locataires doivent être conscients qu'il y a une conséquence à ça. Hein. Ils ont un nom sur un bail, ils ont une identité, ils ont une réputation, ils ont un dossier de crédit, ils ont peut-être même un dossier vierge en ce qui a trait à la régie du logement. Il ne faut pas gâcher tout ça parce qu'une fois que vous entrez dans l'engrenage du non-paiement avec la procédure judiciaire, vous risquez de perdre votre logement. Vous avez un jugement contre vous en recouvrement de loyer, ce qui peut grever éventuellement vos revenus. Et tout ça va rendre beaucoup plus difficile pour ces gens-là, une fois qu'ils auront perdu leur logement, d'en retrouver un autre. Donc, c'est la raison pour laquelle mieux vaut s'entendre. Et on pense là, qu'avec le programme fédéral, si les gens utilisent bien l'argent comme il l'est prévu, les problèmes seront nettement moindres que ce qu'on aurait pu anticiper. Par contre, on aurait souhaité, nous, la Corpic, qu'il y ait un programme de versement direct du loyer par le gouvernement du Québec pour s'assurer que l'argent va bel et bien là où elle devrait être, c'est-à-dire en paiement du loyer. Donc, le fédéral aurait pu contribuer au programme provincial qu'il l'aurait administré. Pour le moment, ça ne semble pas être ça qui se met en place. Voyons voir et on aura la réponse là, au cours des prochaines semaines. Oui, il ne faut pas, je pense que comme on parlait de belles relations, il ne faut pas tout mettre les locataires non plus dans le même panier. J'ai même vu sur le Club d'investisseurs immobiliers là, des échanges dans lesquels il y a certains locataires qui ont payé 2 mois d'avance pour aider les propriétaires. Donc, je trouvais ça vraiment fabuleux des gens qui payaient le mois d'avance. En tout cas, de mon côté, personnellement, dans mon échantillonnage personnel, c'est surtout les locataires à problème qui ont commencé déjà à se trouver des raisons de non payer. Et là, on va voir avec la masse qu'est-ce que ça va donner. Tout le monde essaie d'essayer d'avoir un pourcentage de non-paiement. Je sais que Patrice Ménard fait un sondage sur sa page. Je lance ça comme ça dans la boule de cristal de la Corpic, si vous êtes à l'aise à répondre. Ça serait quoi un pourcentage de non-paiement qu'on va frapper au niveau du 1er avril? Je sais que c'est une boule de cristal, mais on essaie tous de savoir c'est quoi le pourcentage. Bien, écoutez, ça va dépendre évidemment de quelle clientèle occupe le logement. Comme je vous dis, il y a des locataires il y a des propriétaires dont la majorité des locataires sont prestataires d'une forme d'aide financière ou d'une autre. Vous en avez d'autres que ce sont des étudiants. On peut très bien imaginer que les étudiants vont être très impactés. Ça peut être quelque part entre 10 et 20 %. On verra si ça se confirme. Bien sûr qu'encore une fois, avec l'aide fédérale, ça pourrait changer. Là, si les gens reçoivent rapidement cette aide-là, idéalement même avant la fin du mois d'avril, on pourrait avoir un impact beaucoup moindre. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, et je pense que les gens qui nous écoutent le savent très bien eux aussi, c'est qu'à moyen long terme, quel va être l'impact de cette crise de la COVID-19 sur l'économie? Vous avez énormément d'entreprises qui sont à l'arrêt présentement. Quand arrive une crise comme ça, les gens ont tendance à se protéger, donc diminuer leur consommation. Et quand on diminue la consommation, ben, l'économie ralentit. Évidemment, ça se traduit aussi éventuellement par des pertes d'emploi. Alors, si on a une économie qui est en récession ou qui se rétracte à moyen long terme, ça va avoir différents effets. Bien sûr, ça peut nuire à des locataires qui ont des emplois, dans certains cas précaires, mais il y a différents enjeux là, qui vont se produire. Vous avez des gens qui voulaient passer à la propriété, donc devenir propriétaires, qui vont peut-être rester locataires plus longtemps dans le marché donc locatif. Vous avez aussi des jeunes qui pourraient être impactés par une baisse de l'emploi ou un ralentissement de l'emploi, qui vont peut-être rester plus longtemps chez leurs parents au lieu de signer leur premier bail. Alors, il va y avoir des mouvements, des effets comme ça. Bon, évidemment, on part avec un taux d'inoccupation qui est très faible ce printemps, vous l'avez vu. On a annoncé des chiffres là, récemment, donc un taux là, qui est quand même, par exemple, Montréal, 1,5 %. C'est relativement faible. Il n'y a pas de taux en haut de 2 %. Donc, peu de logements disponibles. Moi, je vous dirais, c'est ce qui est rassurant par rapport aux années 90, par exemple, où on avait des taux d'intérêt beaucoup plus élevés
des taux d'inoccupation également beaucoup plus élevés, ça a été très dur pour les propriétaires. Il y a eu des baisses de valeur. Là, on est dans une dynamique qui est différente, mais bien sûr, on ne sait pas combien de temps durera cette crise et quel impact elle aura sur l'emploi. On risque à toute fin pratique de peut-être plafonner, de peut-être avoir moins de surenchères. On avait des discussions avec les experts ou peut-être une baisse de prix. Voyons voir. Mais si je me permets un petit aparté, Anne, c'est au niveau des investisseurs immobiliers. J'aime bien voir tout ça comme une balance, à savoir que si j'ai moins de paiements et les non-paiements de locataires sont plus élevés, si vous êtes dans un mode acquisition d'investisseurs immobiliers, ça veut dire qu'il va y avoir plus d'opportunités parce que si le taux de non-paiement est plus élevé, il va y avoir plus de propriétaires qui vont être incités à vendre, donc il va y avoir plus d'opportunités sur le marché. Et si nos paiements sont mieux, il va y avoir moins d'opportunités. Donc, si vous êtes en mode acquisition comme investisseur immobilier, je pense qu'on a une juste balance dans les deux cas. C'est hors sujet Corpic, mais je me permettais un petit aparté. Ça dépend aussi toujours des liquidités qu'on a. C'est sûr que les taux d'intérêt sont très bas, les liquidités sont-elles là? Il y a beaucoup de gens qui ont perdu des liquidités, en tout cas sur papier, hein, tant qu'on ne vend pas des fonds ou des actions. Mais on a vu évidemment la bourse complètement plongée. Donc, écoutez, tout changement dans une société crée des opportunités et des périls pour les uns et pour les autres. Que ce soit des changements évolutifs comme la population ou les tendances de consommation ou les tendances de mode de vie, ou des changements drastiques comme la crise qu'on vient de vivre, qui vient de s'amorcer parce que ça ne fait que commencer. Alors oui, il y a toujours des opportunités, mais comme on peut le voir, il y en avait encore qui croyaient que les marchés allaient toujours, les valeurs immobilières allaient toujours augmenter et la bourse allait toujours augmenter. C'est un rappel à la réalité, là. Il y a des cycles et certaines fois, ces cycles il met fin abruptement par une conjoncture ou par des événements. Donc, personne ne peut prédire, mais les gens qui sont à l'affût des changements, qui anticipent avec le plus de justesse ce qui va se passer, généralement sont ceux qui réussissent non seulement le mieux à s'en sortir, mais certainement là, à faire des gains et à profiter de la situation. Bien sûr, on déplore toujours qu'il y a des gens qui profitent de la situation de façon immorale, que ce soit des propriétaires envers des locataires ou des locataires qui, comme je l'expliquais tantôt, vont chercher à invoquer la crise pour ne pas payer le loyer. Ça, c'est malheureux, mais ça existe aussi. Absolument. C'est des très sages paroles. Effectivement, en temps de crise, il peut toujours avoir des opportunités, des changements, mais en espérant que le tout se passe bien. On parlait également de la régie qui est effectivement fermée. Donc, on n'entend même plus les causes d'urgence. Les gens s'inquiètent un peu sur les commentaires, à savoir les délais. Puis, est-ce qu'on doit attendre avant d'ouvrir un cas en régie? Bon, ce qui se passe à la régie, d'abord, premièrement, on peut toujours inscrire une cause. Donc, si vous êtes dans une situation de non-paiement de loyer, pas nécessairement avril, mais de mars ou même de février, vous pouvez inscrire la cause. Plus vite vous l'inscrivez, plus vite vous serez entendu lorsque la régie reprendra ses activités normales. Donc, les causes peuvent être inscrites, pas sur place, les bureaux sont fermés, mais ça peut se faire en ligne. Les cas urgents peuvent être entendus à huis clos à la régie du logement. Seulement les parties peuvent entrer dans les locaux pour être entendus par le juge. Mais on parle ici de situations urgentes, donc des situations qui mettent en péril la santé ou la sécurité des gens. Ça peut être aussi une situation où le locataire a signé un bail, mais il ne peut pas entrer parce que le locataire actuel, on le comprend jusqu'à un certain point, ne veut pas s'en aller parce que, il est bien chez lui, il se sent en sécurité et pour lui, de quitter le logement, ça deviendrait périlleux. Donc, la régie peut entendre ces causes-là et éventuellement, un ordre d'expulsion sera émis contre le locataire, à moins que ce locataire soit dans un confinement obligatoire, donc soit dans une situation qui l'oblige à ne pas sortir de son logement. Maintenant, pour les baux signés depuis le 17 mars, il n'y a pas de garantie que vous allez pouvoir permettre l'accès aux nouveaux locataires. Donc, on ne sait pas quand les choses vont reprendre à la régie du logement, mais pour le moment, les expulsions, les évictions, les reprises de possession sont suspendues. Ce qui nous inquiète beaucoup, c'est évidemment le 1er juillet, parce que, écoutez, il y a beaucoup de gens qui doivent entrer le 1er juillet, il faut s'assurer. Et même le 1er juin, il y en a aussi, 1er mai, 1er avril, il faut s'assurer que les gens puissent entrer dans leur logement, sinon on va créer un autre cauchemar où il va y avoir confusion totale dans le secteur. Et
et on souhaite évidemment que les baux soient honorés. Ben, absolument, c'est une grande préoccupation. Puis je t'entendais en parler au niveau de la visite et de l'occupation des logements, définitivement. Et quand on va reprendre la régie, est-ce qu'on va avoir des délais supplémentaires selon toi? Oui, ça, c'est difficile à dire. Moi je vous dirais ceci. D'abord, il y a une douzaine de régisseurs de plus que compte la régie. Hein. C'est près de 5 millions de dollars par année que le gouvernement a débloqué pour augmenter la capacité de la régie. Ça a commencé à se voir. Il y a moins de causes qui étaient en attente, donc on a diminué le volume de causes en attente, ce qui va permettre à la régie d'être un peu plus efficace lorsque ces travaux vont reprendre. Il y a un projet de loi, en fait une loi, la loi 16, qui a été adoptée où la régie obtient plusieurs mesures là, pour faciliter les audiences et le déroulement de ces processus judiciaires, ce qui devrait aider aussi, malgré que ces mesures-là ne sont pas nécessairement toutes implantées jusqu'à maintenant. Alors, il faut s'attendre à un engorgement et c'est la raison pour laquelle je dis inscrivez les causes rapidement, même si vous n'êtes pas entendu. Lorsque les travaux reprendront, vous aurez priorité. En fait, c'est ce qu'on nous a assuré là, de la part de la ministre de l'Habitation. Je voudrais juste monter, Hans, en même temps, je vais juste partager l'écran ici de la Corpic. J'avais des questions à savoir au niveau des lettres, est-ce que la Corpic recommandait certaines lettres? Donc, vous êtes à l'avant-garde. Donc, dans la section membres de la Corpic, il y a effectivement en tout premier là, le COVID-19, les lettres. Donc, il y a des ententes pour non-paiement. Il y a des ententes de non-paiement principalement, les guides des modèles d'avis également. Donc, ça, c'est très, très bien. Donc, les gens qui peuvent aller voir ces modèles-là. Également, sur le site directement de la Corpic, donc, très, très active, la Corpic, sur les réponses là, par rapport à cette crise sans précédent, hein, disons-le. À propos des nouvelles. Donc, vraiment très, très bien. Félicitations à la Corpic. Félicitations, Hans, pour tout ça. C'est vraiment super. Oui, donc les modèles de lettres accessibles aux membres, mais effectivement, les questions-réponses couvrent pas mal ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Dans telle ou telle situation, que va-t-il se passer? On n'a pas toutes les réponses, mais au fur et à mesure où on les aura, ce question-réponse sera mise à jour. Et surtout, en particulier, la suite là, concernant les programmes fédéraux et provinciaux pour qu'on puisse vraiment diriger les locataires aux bons endroits pour obtenir les fameux chèques d'aide. Je me permets de faire un petit aparté du sujet des paiements de loyer parce que la Ville de Montréal nous a glissé une belle petite surprise pendant toute cette crise-là, tout en douceur. On parlait d'une interdiction de la subdivision et agrandissement des logements dans 4 arrondissements. Est-ce que tu pourrais commenter là-dessus? Je vous dirais d'emblée, la Ville a, là, dans ce cas-ci, ce sont les arrondissements, mais moi, je vous dirais que la Ville-Centre est une administration, l'administration de Valérie Plante est clairement une administration contre les propriétaires pro-locataires. On le savait dès le départ, mais c'est de plus en plus flagrant avec toutes les annonces qui sont faites. On voit vraiment les propriétaires comme un adversaire plutôt que des collaborateurs, parce que franchement, toutes les mesures, jamais on se permet de consulter ou de contacter la Corpic. On annonce des choses. On avait demandé une rencontre, nous, en novembre, on l'a obtenue pour expliquer différents problèmes qu'avaient les propriétaires, mais la Ville n'a rien à faire des propriétaires, elle s'occupe des locataires. Donc là, dans ce cas-ci, on s'aperçoit que 4 arrondissements, réagissant aux pressions des groupes d'activistes comme le Frappru ou le Reclac, réagissant sans aucun doute à ces pressions-là, dans un marché où c'est vrai le taux d'occupation est faible, ont annoncé leur intention là, de bloquer les évictions. Le mot éviction n'est pas très agréable, mais on parle d'éviction quand on agrandit ou on subdivise un logement. Donc, il y a des travaux de rénovation qui sont faits et le locataire doit quitter parce qu'on va agrandir ou subdiviser le logement. Si on ne fait que des travaux de rénovation, le locataire a un droit au maintien dans les lieux, donc peut revenir quand ces travaux-là sont terminés. Et là, ce que disent les groupes d'activistes, c'est que les propriétaires utilisent le droit d'éviction pour reprendre des logements, les louer plus cher sans même les rénover dans bien des cas. Ce qui est vrai, ça peut exister, mais là, de là à dire, bien, on interdit toute éviction parce qu'il y a des cas d'abus, ça, c'est carrément s'attaquer au droit de propriété. Le Code civil prévoit le droit
à l'éviction pour le propriétaire lorsqu'il s'agit d'un motif d'agrandissement à subdivision. Et à ma connaissance, je ne pense pas que ça arrive à tous les 10 ans, ça, un agrandissement ou une subdivision dans un immeuble. Ça va peut-être arriver une fois par 50 ans ou par 100 ans. Alors, franchement, c'est vraiment de l'abus de la part de ces arrondissements-là. Il y aura une consultation, mais les consultations jusqu'à maintenant avec l'administration Plante ou même avec, dans ce cas-ci, ce à quoi on s'attend pour les arrondissements, c'est une formalité, là. Leur idée est déjà faite. Alors, c'est un droit qu'on va défendre du mieux qu'on peut. Comment la Ville, les arrondissements pourraient interdire, peut-être en disant, bien, je n'émets pas, je ne délivre pas de permis de rénovation pour agrandir ou subdiviser. Alors que on les entend, là, ces arrondissements et cette administration de Valérie Plante dire, bien, il manque de grands logements, mais là, on peut pas agrandir. Des grands logements pour les familles. Il manque de logements. Oui, mais là, vous ne voulez pas qu'on subdivise. Les logements sont en mauvais état, on va faire plus d'inspections, il va y avoir des amendes décernées lorsqu'ils sont mal entretenus, mais on n'est pas capable de rénover. Alors là, il faudrait savoir ce qu'on veut là, du côté de la Ville de Montréal et de savoir si les propriétaires sont encore les bienvenus ou si on dit, bien, c'est une ville de locataires, si vous n'êtes pas content, allez vivre en banlieue. Je pense qu'il y a beaucoup de locataires qui rêvent d'être propriétaires et quand ils le deviennent, ils ont envie d'habiter Montréal. Ils ont envie d'avoir un immeuble, ils ont envie d'avoir un immeuble bien entretenu, ils veulent pouvoir réinvestir, mais si on bloque ainsi le droit de propriété, il va y avoir des conséquences très graves à moyen et long terme. Peut-être qu'il y a des avantages politiques pour l'administration en place, mais sur le plan de l'entretien de notre parc immobilier, s'attaquer au droit de propriété comme on le fait, au lieu d'encourager la rénovation et de soutenir la rénovation, c'est carrément abusif. Bon, ce qui a été le cas, là, encourager la rénovation des logements, on s'entend que ça n'a jamais eu lieu de par les augmentations qui étaient offertes. Anne, il nous reste 3 minutes. Je ne voudrais vraiment pas prendre trop de ton temps. Je sais que tu as été un homme très, très occupé. Juste des petites questions ici aléatoires là, dans le Facebook Live. Dans le futur, est-ce que vous croyez qu'il va y avoir des mesures pour protéger les propriétaires contre le non-paiement? J'imagine le dépôt de garantie. Est-ce qu'il y a des nouveautés avec ça? La réponse est oui. Je pense que la crise actuelle vient de démontrer qu'en l'absence d'un coussin financier, il y a des conséquences très graves pour les locataires, pour les propriétaires et même pour les gouvernements qui, d'urgence, doivent trouver des solutions pour aider les locataires à payer le loyer. Alors moi, je suis convaincu que le dépôt de garantie, ce n'est qu'une question de temps et de peu de temps avant que ça voie le jour. Vous pouvez être certain que la Corpic en fait sa priorité. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir obtenir tout ce qu'on veut? C'est sûr que c'est toujours un équilibre des droits des locataires et des droits des propriétaires, mais je vous dirais que dans notre secteur d'activité, il y a beaucoup de déséquilibres et la Corpic a créé l'an dernier un fonds de défense des propriétaires, un fonds auquel contribuent tous ses membres. Et ce fonds-là est dédié exclusivement aux luttes qui sont importantes pour nous, et j'en nomme quelques-unes. Effectivement, le dépôt de garantie, la fixation de loyer, la section G du bail, les cessions de bail abusives dans certains cas où le locataire revend son bail à quelqu'un d'autre. Alors, ce sont tous des sujets auxquels la Corpic s'attaque. Également, la loi R20. Il y a des choses, la loi R20 a ses avantages, mais elle a aussi beaucoup d'inconvénients concernant la rénovation. Alors, plusieurs choses auxquelles la Corpic s'attaque grâce à ce fonds-là et les propriétaires vont voir des résultats. On a déjà commencé à avoir des décisions favorables dans certains dossiers, comme j'aurais bien aimé en faire part aux membres du club si la conférence avait eu lieu là, à Québec. Il y a différentes choses, mais on y reviendra. On aura ces résultats-là là, au cours des prochaines rencontres en personne. Une crise qui reste d'aider, en tout cas, le dépôt de garantie, ça, je suis sûr. Il y avait une très bonne question ici. Suite à un report de paiement de loyer entre le locataire et le propriétaire, est-ce que la Corpic recommanderait quand même d'ouvrir un dossier à la Régie du logement ou non? Moi, je vous dirais, ça va être vraiment le feeling. Est-ce que vous pensez que ce locataire-là va avoir une chance, une possibilité là, de se retrouver une santé financière et est-ce qu'il collabore ou pas? Donc, on le sait très bien pour les demandes relativement à l'expulsion, ça prend au moins 3 semaines. Donc, c'est le 23 avril, date à partir de laquelle on peut déposer une demande d'éviction. Moi, je vous dirais que si c'est un locataire qui historiquement avait des problèmes de paiement, la crise n'a fait qu'exacerber
ces difficultés financières, alors on ne s'en va pas nécessairement dans la bonne direction. Si à l'inverse, quelqu'un qui avait l'habitude de toujours payer et qui vous assure qu'il va prendre les moyens pour obtenir cette aide fédérale jusqu'à ce qu'il puisse régulariser sa situation, on pourrait se montrer patient. On ne veut pas détériorer les bonnes relations, mais on ne veut pas non plus être naïf et faire traîner des dossiers inutilement parce qu'on ne sait pas combien de temps cette crise-là va durer non plus. Je comprends qu'il y a des frais pour déposer une demande, mais il n'y a rien non plus qui empêche de retirer une demande lorsque les choses s'améliorent éventuellement. Oui, bien, effectivement. Je pense que ça revient à la communication au cas par cas. Vraiment une bonne communication. Comme on l'a dit, là, au niveau de l'aide sociale, il ne devrait pas avoir de changement, dépendant si c'est un employé qui travaille dans la restauration ou autre, ou peu importe. Je pense que c'est une communication. Dernière petite question pour la route, qui n'a pas rapport à la crise, mais ça va finir de façon plus léger. Jean Sasseville qui demandait qu'est-ce que la Corpic pense des swaps de loyer, en fait, des échanges de loyers qui ont de plus en plus. Bien, en fait, il s'agit de cession de bail. Donc, les gens s'échangent des baux de façon à maintenir les loyers bas et à tirer un avantage, donc de contrôler les loyers. Nous, ça nous apparaît tout simplement abusif dans la mesure où un propriétaire accepterait, parce que c'est ça notre revendication, ce qu'on dit au gouvernement, c'est regardez, si le propriétaire libère le locataire, en quoi le locataire a absolument besoin de céder son bail à quelqu'un d'autre? Donc, le propriétaire choisit lui-même qui sera le repreneur ou le nouveau locataire. Là, on a vraiment des cas où les locataires tirent profit de ça, donc veulent revendre des baux dont le loyer est nettement en bas du marché. Donc, c'est une pratique illégale. Le but de la cession étant de permettre au locataire de quitter avant la fin du bail sans avoir d'obligation financière. Donc, si le propriétaire accepte de le libérer, donc c'est vraiment là, une prise de contrôle par des locataires de notre propriété. Et pour nous, là, il faut combattre ça et on s'y attaque. Il va y avoir certainement des jugements devant les tribunaux éventuellement. Hans, on a quand même beaucoup de questions. Est-ce qu'on permet d'étirer l'entrevue 3 ou 4 minutes de plus? Allons-y, je raccourcirai les réponses, pardon, pour répondre à plus de choses. Bon. Parce qu'on a des bonnes questions sur tout ce qui est dédommagement ou mouvement de locataires. Il y avait une question, est-ce que les renouvellements de bail des locataires qui ont été effectués juste avant la crise peuvent être affectés? Exemple, sur une unité de luxe, un locataire évoque son manque de revenus pour ne plus renouveler un appartement. Bien, ce qui a été renouvelé est renouvelé. Donc, le locataire s'est engagé pour une nouvelle année. Alors, c'est à vous de voir. Est-ce que vous préférez le libérer, trouver quelqu'un qui va pouvoir reprendre ce logement-là avec plus de garanties qu'il va pouvoir payer, ou vous tenez absolument à forcer le locataire à honorer son engagement qui ne pourra peut-être pas tenir. Donc, c'est une décision délicate. Mais légalement, les baux renouvelés le sont aux conditions prévues. Et donc, à moins évidemment que le locataire conteste, auquel cas il y a une fixation de loyer, mais l'obligation demeure. La crise ne change pas l'obligation. Et on a beaucoup de questions sur les augmentations de loyer qui finissent en fait pour le délai finit en fait demain là, pour les baux qui sont renouvelés le 1er juillet. On posait beaucoup de questions. Est-ce qu'on abandonne les augmentations de loyer? Comment on gère les augmentations de loyer dans cette crise? La plupart des propriétaires envoient leurs avis dans la dernière semaine de janvier, les 2 premières de février. Donc, la plupart des avis ont déjà été envoyés. Il y a quelques retardataires. Prenez-le pas mal quand je vous dis ça, qui n'avaient pas encore envoyé les avis. Il y a des propriétaires qui choisissent d'envoyer le maximum, quitte à négocier un peu à la baisse ensuite. D'autres propriétaires n'envoient rien. C'est vraiment au cas par cas. Mais moi, je vous dirais, le taux d'occupation est plus faible actuellement. Le problème de non-paiement est temporaire, espérons-le. Mais ce qui arrive, c'est que c'est souvent, lorsque l'économie va moins bien, c'est plus une histoire de contrôle des loyers par la régie, ça devient un contrôle des loyers par le marché. On se souviendra des années 90 pour les plus vieux d'entre nous. Les années 90, les locataires menaçaient de déménager s'ils n'avaient pas 1 ou 2 mois gratuits ou une télévision ou un ordinateur fourni. Donc, ça a été des années quand même très difficiles pour les propriétaires où le marché des loyers était contrôlé par la situation financière et le surplus de logement. On n'est pas dans une situation de surplus de logement. Par contre, surveillons bien l'économie, ça peut avoir un impact sur votre capacité à faire absorber les hausses aux locataires. C'était parti pour être des augmentations plus élevées cette année, mais je pense que certains propriétaires devront réviser à la baisse s'ils veulent garder des bons payeurs. Hans, un mot de la fin?
Oui, ben écoutez, moi, je salue tous les propriétaires qui jouent un rôle essentiel. Hein. La fourniture d'un logement, c'est quelque chose d'essentiel. Vous devez assurer le service. Vous, dans bien des cas, prenez des mesures aussi pour éviter la propagation. C'est un rôle très important, bien au-delà du rôle ou de l'apport financier que ça procure de louer d'un logement. On travaille avec des gens. Il y a des responsabilités sociales, collectives. Et le rôle des propriétaires est primordial dans cette crise-là. Vous ne voulez pas que la COVID-19 se répande d'un locataire à l'autre. Donc, soyez vigilants et votre rôle est très important. Et ça, on le répète auprès des autorités gouvernementales ainsi qu'auprès des médias. Le rôle des propriétaires est primordial. Il ne faut pas oublier qui sont les propriétaires au Québec. Et oui, on va avoir besoin d'aide du gouvernement, certains, pour passer à travers cette crise-là. Mais on va tous pouvoir s'en parler dans quelques années avec fierté, je l'espère, de comment on aura traversé l'épreuve. Ben effectivement, c'est une épreuve sans précédent. Je pense qu'on va s'en souvenir longtemps, tous et chacun. Donc, juste le mot de la fin au niveau du club. Donc, manquez pas notre série de webinaires live. Donc, demain, du côté du Real Estate Investors Club, on va avoir une gestionnaire d'immeubles, Terry Shower. Ensuite, mercredi, on reçoit le courtier immobilier François Gagnon. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps de crise? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut continuer à faire nos offres d'achat? Et ensuite, vendredi, on reçoit Luc Poirier sur comment voir les opportunités dans un marché de crise. Investisseur immobilier, évidemment, à succès, Luc. Donc, je te remercie encore une fois, Hans, infiniment d'avoir pris le temps aujourd'hui. Et je vais te souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de journée aussi à notre audience. Merci Jean-Philippe. Salutations à tous. Au revoir.